Burr fit une entrée remarquée dans une salle immense qui ressemblait à s'y méprendre à l'intérieur d'une cathédrale, mais sans son atmosphère de recueillement. Sur les sièges en gradin, il ne vit que figures grimaçantes et visages déformés par la haine. Au premier rang, il remarqua la présence des patrices, ces représentants de l'élite de l'Empire, tous gens très dignes, drapés dans leurs toges sombres, avec sur l'épaule droite un epsilon brodé au fil d'or. Derrière eux, les Olymps, hommes de la caste militaire, soldats, marins, policiers, traqueurs et autres pilotes de glisseurs de combat. Puis, de larges franges de la population laborieuse de Sampiosa, la planète mère du trio nouvellement colonisé. Et enfin, sur les côtés, un peu partout, et malheureusement le long de l'interminable allée qu'il devait parcourir, des centaines d'orques de diverses couleurs, sales, baveux, pouilleux, éructants. Le brouhaha ne permettait pas de distinguer clairement ce que chacun disait. Aux attitudes, aux regards, il comprit que toutes ces bouches crachaient insultes et anathèmes. Venue de loin dans les hauteurs, une lumière grisâtre et parcimonieuse tombait d'un dôme vitré. Encadré par deux automates de la pénitentiaire, Burr avançait sous les lazis, entre deux haies de poings levés et d'index accusateurs. Il avait compris qu'on le présentait devant la cour pénale galactique. La société lui reprochait quelque chose, mais il ne savait pas vraiment quoi. On l'installa sur un siège surélevé et sécurisé. Ses chevilles et ses poignets furent automatiquement immobilisés. La bulle de verre blindé, qui devait le mettre à l'abri des balles, se referma sur lui. N'entendant plus du tout la rumeur venue du public, il eut l'impression qu'il se retrouvait comme rejeté, comme placé dans un cocon. Monté sur un piédestal, un petit humanoïde pourvu de membres grêles et d'une tête disproportionnée apparut dans son champ de vision. Sans dire le moindre mot, il le fixa un long moment de ses vilains petits yeux rouges. Il semblait attendre quelque chose. Une sonnerie de clairon agressa les oreilles du prévenu. Puis une voix venue de nulle part cria « Mesdames et messieurs, la cour !» Comme un seul homme, l'assistance se leva et s'immobilisa dans une sorte de garde à vous. Le siège articulé de Burr se dressa lentement, le plaçant dans une position assez inconfortable. Un immense panneau de velours descendit des cimaises. Chacun put y admirer les symboles du régime, le marteau et l'enclume. 1000 voix entonnèrent l'hymne galactique. L'accusé lui-même ne put s'empêcher de mêler sa voix chevrotante au cœur vibrant. Depuis sa plus tendre enfance, combien de fois n'avait-il pas répété ces paroles pleines de solennité rassurante ? Empire, notre amour sacré, symbole de force et d'efficacité. Marteau, qui frappe et détruit tous nos pires ennemis. Sois pour nous notre ami, notre père, notre frère, notre mari. Établis notre liberté, écrase nos égalités et tous nos ennemis sous le fer de ton enclume béni. Forme-nous au bon combat et soumets-nous à ta juste loi. Après le dernier refrain, marteau, 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 c'est toi le plus haut. Marteau, 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 c'est toi le plus chaud. Marteau, 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 c'est toi le plus haut. Avec toi, marchons vers des matins nouveaux. Le silence retomba. L'assistance se rassit. Le siège du prévenu reprit sa forme initiale. Le gnome aux yeux globuleux tapota sur son pupitre et ajusta une paire de besicles sur le tubercule qui lui servait de nez. Une voix aiguë ouvrit la séance. Accusé 13 257. Il marqua un temps, semblant attendre une réponse. Oui, fit Burr, ne sachant pas trop quoi dire. Vous m'appellerez 0069, ou mieux, accusateur public. Aussitôt, une salve d'applaudissements accueillit cette présentation. Manifestement, la salle lui était acquise. Cette bizarre créature devait bénéficier d'une certaine célébrité. Pour reprendre la main et calmer cet enthousiasme intempestif, l'homme incul leva les deux bras et reprit. Je représente les peuples. Vous leur devez le respect, et donc vous me devez le respect. Dites, je vous écoute, sire accusateur public ou révéré Happy.
Il prononçait happy comme en globish. Je vous écoute, Mister R. Happy, bafouilla Burdeux, fort embrouillé dans ses subtilités protocolaires. Votre affaire est d'une simplicité biblique. Elle va être réglée très rapidement et dans les meilleures conditions, assura le petit homme. Comment pouvez-vous me juger? Je n'ai rien fait de mal. L'accusateur partit dans un grand éclat de rire qui dévoila une large bouche à demi édentée. Ah, encore un innocent! Laissez-moi rire! Tous les mêmes! 1000 accusés et jamais le moindre coupable! Mais c'est la vérité, insista Burdeux. Les petits yeux mauvais le regardaient fixement. 13 257. Qu'allez-vous plaider? Attendez une seconde avant de répondre. Si vous prononcez le mot innocent, le procès s'arrête là. Votre bulle de verre se remplit immédiatement de gaz Myrcone B3 et vous mourrez dans d'atroces souffrances pour la plus grande gloire du marteau et d'enclume et pour le plus grand plaisir de l'assistance ici présente. Celle-ci répondit immédiatement par de grands hurlements. À mort, à mort, à mort. Mais si vous optez pour la culpabilité, vous aurez droit à un jugement équitable. Vous pourrez vous faire entendre et peut-être bénéficier d'un verdict plus clément. N'oubliez pas que c'est le public qui vote. Je rappelle les codes. Acquittement touche 0, mort touche 1 et sanction touche 2. Pour les orques incultes, c'est blanc, rouge ou vert. Est-ce bien clair? Qu'avez-vous décidé? Je plaiderai coupable. Il déchaîna une huée. Le gnome fit mine de relire ses notes et leva à bout de bras une tablette numérique blanche en criant de sa voix suraiguë. Ce dont ce sinistre individu est accusé est carrément monstrueux. Sa faute, ou plutôt ses fautes, car c'est un récidiviste de la pire espèce, mérite un châtiment exemplaire, une peine longue, lourde, sévère, et sans doute capitale. Étrange façon de rendre la justice, se dit intérieurement Burdeux, qui s'entendit ânonner comme un vulgaire cancre. Je suis accusé, donc j'ai trahi le marteau, donc je mérite la sanction. Votre dossier a été soigneusement examiné par mes collaborateurs et par moi-même. Il appert que vous avez enfreint la sainte loi galactique et qu'à ce titre vous êtes une honte pour les peuples. Je ne comprends rien à ce procès, s'écria le prévenu. De quoi m'accuse-t-on exactement? L'homme inculte se fit un plaisir de répondre. 13 257, par ces paroles, vous venez de nous montrer que vous êtes irrécupérable. Soyez certain que le marteau en prend bonne note et que la masse des jurés en tiendra compte. Si j'ai fait quelque chose de mal, je m'en excuse humblement, et je promets de ne plus jamais recommencer. De la salle monta comme un gargouillis de désapprobation. Vous voyez, aimable peuple, avec quelle fausse répandance ce lâche tente d'éviter la hache, le gaz, le garrot. Vous ne trompez personne, 13 257. Ce que nous voulons, ce sont des aveux, des demandes de pardon franches, honnêtes, assorties de véritables larmes de repentir. Je me repens, tenta Burdeux. Et de quoi, s'il vous plaît? Je ne sais pas, avoua piteusement l'accusé. Ça suffit, trancha 069. Finita la commedia. Votre avocat, commis d'office, a été récusé. Il n'a pas su vous préparer convenablement. Donc, pour sa peine, il sera griffé. Applaudissements nourris du public, toujours très friand de châtiments corporels. Et c'est moi qui vais vous rafraîchir la mémoire. Il se tourna vers l'assistance. Mesdames et messieurs les jurés, l'homme qui comparaît aujourd'hui devant vous est un débauché, un libidineux, un délinquant du sexe. Non content d'avoir fait un enfant à son épouse et de continuer à l'importuner, nous allons avoir à statuer sur la plainte déposée au comité de quartier du Gros Martel par une très jeune fille. Vous n'auriez pas l'impudence de nier les faits, 13 257. Je ne nie pas, mais je tiens à préciser que la citoyenne en question pratiquait l'amour tarifé, qui n'était pas tout à fait celle que vous annoncez. Veuillez préciser, s'il vous plaît. Eh bien, elle n'était ni vierge, ni honnête, ni même vraiment du genre apparent. C'est elle qui m'a
a tiré dans un fourré du bois de mouille-pogne en me proposant un câlin vite fait, en échange d'une poignée de dollaro. Elle m'a dit s'appeler Julia 6. Elle avait une belle poitrine siliconée, mais ce que j'ai découvert sous sa robe m'incline à penser qu'elle avait dû commencer par porter le nom de Julio. Vous avez quelque chose contre les transgenres? Pas du tout, je précise simplement qu'à cause de cette découverte, je n'ai consommé en aucune manière, alors que j'avais payé d'avance. La prostitution n'est pas un délit, 13 257. Aucune sanction n'est prévue dans le code pénal du marteau. Seul le proxénétisme est répréhensible. Mais revenons à l'accusation. Mademoiselle Julia 6 se plaint de violence, harcèlement et tentative de viol. Votre épouse elle-même vous reproche à peu près la même chose. Une et même 2 fois par semaine, vous exigeriez d'elle qu'elle se soumette au ci-devant devoir conjugal. Je vous rappelle que cette règle antique est devenue aujourd'hui caduque, tombe automatiquement en désuétude dès la naissance de l'enfant unique autorisé par le livre, et que votre épouse est donc parfaitement habilitée à exercer son droit de retrait. Ces accusations sont donc parfaitement fondées, d'autant plus qu'un certain nombre de citoyennes de votre bloc d'habitation vous accusent d'avoir eu des regards et même des attitudes salaces envers elles. À mort le pervers, hurla-t-on dans la foule. Bon, fit l'accusateur, cher juré, avant d'exercer votre droit de vote, je vous demande d'écouter une dernière fois l'accusé, qui, je vous le rappelle, doit assurer seul sa défense. Nous écoutons 13 257. En un silence très relatif, l'accusé improvisa une plaidoirie assez bizarre. Je ne nie pas les faits, je reconnais qu'ils sont accablants, mais je réaffirme qu'il faut relativiser le tort dans la mesure où je n'ai pas consommé. Comme circonstance atténuante, je dirais que je ne suis qu'un être humain normal, attiré par le charme des femmes. Néanmoins, je me déclare prêt à assumer mes fautes, à réparer les torts causés, et même à suivre une thérapie, si besoin est. Je demande l'indulgence du tribunal. Après tout, il n'y a eu ni viol, ni grossesse intempestive. Comme vous y allez, 13 257. Grossesse est toujours possible. Notre société doit se protéger de vipères lubriques tels que vous. Je vous rappelle que vous vous êtes déjà reproduit une fois et que le livre du marteau n'en autorise pas plus. J'espère que vous approuvez cette mesure de sagesse. La loi de non-prolifération démographique est sacrée, et quiconque l'enfreint, c'est ce qui l'attend. La mort, braillait-on à nouveau dans le public. Vous vous dites normal, c'est-à-dire c'est à voir, et attiré par les femmes. C'est bien ce qu'on vous reproche. Qui nous dit que de nouvelles pulsions ne vont pas vous amener à vouloir vous emmêler à nouveau avec votre épouse ou avec la première femelle venue? Qui nous assure que votre semence ne va pas féconder une ovule avec ou sans consentement? Comment notre société va-t-elle pouvoir se protéger d'un semblable obsédé sexuel? Il faut en finir, hurlait-on dans la foule. Le brouhaha était à son comble. Une puissante sonnerie de trompette annonça le vote du public. Je vous rappelle les 3 choix. 0. L'acquittement. Je vous signale que ce serait un choix totalement irresponsable. 1. La mort. 2. La sanction. Blanc, rouge, vert pour les orques. Votez en votre âme et conscience. Allez-y. 2 secondes plus tard, le résultat s'affichait sur un grand panneau lumineux. 3% en faveur de l'innocence, 46,9% pour la peine capitale et 50,1% pour la sanction pénale. Pur-deux poussa un soupir de soulagement. Il avait sauvé sa tête, mais il ne se réjouit pas trop longtemps. 069 continuait allègrement la procédure. Nous avons raté de peu la résolution définitive du problème, et je le regrette amèrement. Pour moi, le seul bon pervers, c'est le pervers mort et pulvérisé. Mais, bon, aujourd'hui, nous devrons entériner l'indulgence du jury souverain. Il ne nous reste plus qu'à décider de la sanction à infliger. Vous avez à nouveau 3 choix. Détention à vie, sans adaptation ni compression possible. Option que je ne vous conseille pas, car je vous rappelle que les centres fermés sont déjà bondés et que les séjours en prison sur satellite artificiel sont ruineux pour la collectivité.
L'intervention chirurgicale partielle ou totale, je vous la déconseille également pour des raisons économiques et éthiques. Nous ne disposons plus de chirurgiens vraiment qualifiés pour ce genre d'opération délicate. 13 257 pourrait se retrouver à l'état de légumes, voire ne pas se réveiller du tout. Un risque à ne pas prendre. Comme troisième choix, le Code vous propose la dégradation et le bannissement. Une mesure juste, équilibrée et surtout peu coûteuse. À vos boîtiers. En votre âme et conscience, votez. Comme il fallait s'y attendre, la dégradation et le bannissement obtinrent une écrasante majorité, plus de 90%. L'accusateur public entérina la décision au nom du marteau juste, puissant et miséricordieux. Les gens applaudirent, sans grande conviction. La bulle de verre monta dans les cimaises, avec un coupable plutôt soulagé à l'intérieur. Le tribunal passa à l'affaire suivante. Dès le lendemain matin, 13 257 embarqua dans un glisseur de la pénitentiaire. Après un vol qui dura 3 heures, les robots gardiens le débarquèrent sur la base de Burning Hell 451, en plein désert de l'Amoraco, et le remirent aux autorités locales de farouches orques noirs des sables. Sur le tarmac régnait une chaleur à tomber par terre. Le pénitent eut l'impression de pénétrer dans un four. La transpiration imbiba en un instant le léger tissu de sa tunique blanche. Le transport en charrette de cage tiré par 3 camélies sauriens tourna au supplice pour le déporté, qui n'avait pas fière allure quand les prévôts l'attachèrent à un poteau du marché aux esclaves de la ville, avec une dizaine de malheureux dans son genre. Sorte de trou du cul du monde, Outsput n'était qu'une minuscule bourgade du pays orc, loin de tout, proche de rien. Vers le soir, une forte femelle orque, sombrement bâchée de la tête aux pieds, vint à passer devant l'étalage de viande humaine. Elle examina 13 257 sous toutes les coutures, regarda sa bouche, ses dents, tâta ses muscles et le trouva à son goût, quoiqu'un peu trop dégoulinant de sueur. Elle ne discuta pas le prix qu'en demandait le marchand. Le soir même, elle le prit dans son lit, sans même le faire passer par la case nettoyage. Elle n'avait aucune crainte des conséquences possibles. Les accouplements entre mâle humain et femelle orque étaient réputés infertiles. Baflue, laide et vulgaire, la créature au cuir épais prit un plaisir certain à cette étreinte contrainte. On ne peut pas dire qu'il en fût de même pour le banni, qui dut sans doute se rappeler certains souvenirs plus érotiques pour pouvoir tenir son rang. Toujours est-il que quelques mois plus tard, quand l'orque noir finit par être lassée de son sextoy humain faiblard et blafard, elle pensa rentabiliser son achat de la manière la plus radicale possible. Elle le prêta à ses nombreuses amies en échange d'un petit billet. Le plus étrange, c'est que ces dames furent nombreuses à se retrouver enceintes des œuvres de 13 257, et que toutes sortes de petites créatures, aussi vilaines qu'hybrides, virent le jour 11 à 12 mois plus tard. La durée de gestation des orques femelles se rapprochant de celle des éléphants et des baleines. Ainsi, la descendance imprévue d'un banni qui ne devait plus jamais se reproduire participa à la prolifération intempestive d'une population indésirable, même dans les confins les plus reculés de l'Empire.